Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Lia Cavalione, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Cavalione Halimi, voilà. Alors c'est une première émission pour nous ensemble. Vous faites partie de la section Viso à Vive, les femmes actives de la Viso France. Donc bonjour. Ce matin, nous recevons Judith Cohen-Solal, psychanalyste, et je vous laisse la parole, Lia. Merci beaucoup Lise et bonjour. Bonjour Judith. Donc, bonjour. Nous continuons notre cycle sur les femmes qui osent et notre invitée du jour est psychanalyste, coach en communication, conceptrice du module Coexiste qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans les écoles et surtout essayiste et co-autrice de plusieurs ouvrages avec Jonathan Ayoun, La main du diable, Les adieux au général, Zemmour et nous, le roman graphique Joseph Kessel l'indomptable et le documentaire Histoire de l'antisémitisme qui est diffusé sur Arte. Elle co-signe tout récemment encore son dernier titre, le bouquin de l'humour juif que Lise vous montre. Oui, alors je vais le montrer, voilà, le bouquin de l'humour juif paru dans la collection justement, bouquin, la collection à ne pas rater. Voilà, un très beau livre. Merci, bonjour Judith Cohen-Solal. Bonjour. Bonjour Lia, bonjour Lise. Donc la publication de votre recueil sur l'humour juif arrive quelques semaines après le 7 octobre et l'entrée en guerre d'Israël contre le Hamas. Ça tombe à un moment où la communauté juive est absolument sidérée et a besoin peut-être de légèreté. Alors oui, apparemment, c'est ce que disent les gens, parce qu'on a eu peur dans un premier temps que justement ça tombe à contre-temps, en fait. Et finalement, la réaction des gens, c'est de nous dire que ça vient à point nommé, puisque la plupart des gens disent « Ah, on a bien besoin de ça. Ah, bah ça va nous faire du bien. » Mais donc, oui. Je suppose qu'il y a quelque chose qui fait qu'avec l'humour juif, on peut s'autoriser à rire en ayant la sensation qu'on n'est pas en train de trahir ou de négliger ou de mépriser les drames qui se passent. Alors justement, donc, est-ce que vous pouvez nous partager la recette et les ingrédients de l'humour juif et surtout quel est le secret pour que ça fasse rire ? Alors, pour que ça fasse rire, ingrédients, un peu de mère juive, un peu de tragique et à la fois une capacité de se mettre à côté. En fait, c'est faire un pas de côté. Certainement, l'humour juif, c'est par définition, d'abord ça remonte à très longtemps, c'est une capacité d'être dans l'autodérision, c'est-à-dire aussi dans l'autocritique. Puisque déjà depuis le Talmud, on met en question les décisions, on apprend à se poser des questions tout le temps, à réfléchir, à remettre tout le temps tout sur l'établi, j'ai envie de dire, et pour que chacun refasse à chaque fois le match, on peut dire ça, et puis finalement même peut décider de changer le cours des choses. Et ça, c'est sans doute ce qui caractérise l'humour juif, puisque on ne se moque pas des autres, on se moque de soi d'abord. Après, ça ne veut pas dire qu'on va pas se moquer, par exemple, des antisémites, ou qu'on va pas. Mais c'est en le prenant sur soi, j'ai envie de dire, hein, puisque on dit qu'est-ce qu'un antisémite ? C'est quelqu'un qui n'aime pas les juifs plus qu'il ne faut. Donc, voilà, donc, il y a quand même une forme de tragique à dire bon, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a au bout du tunnel ? Le train. Voilà, par exemple, vous voyez, c'est quand même... Hein, ça plombe, hein, voilà, à la fois... Je dis ça, je dis rien. Voilà, mais ça veut dire qu'on est capable de faire aussi, ça c'est encore un ingrédient de la recette, sans doute, avec même ce qui est le plus tragique, quelque chose qui va nous faire rire et donc nous permet de reprendre une respiration, de reprendre de l'air et surtout de dire que bon, bah, le plus important, c'est de survivre et de vivre, malgré tout. Vous voulez que je vous dise quelque chose ? Il y a une émission à la télé qui était sortie il y a quelques années, Des trains pas comme les autres. Et avec mon passé et mon background, quand j'ai vu le titre, la première fois, j'ai cru qu'il s'agissait des trains de la Shoah. Je dis ça, je dis rien, mais voilà. Bien sûr, bien sûr. Voilà, la mauvaise habitude. Et alors justement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre sur l'humour juif maintenant ? Alors d'abord, pour vous mettre dans les coulisses de la fabrication, il se trouve que Jean-Luc Barré, qui dirige donc la collection Bouquins, et aussi maintenant les éditions Bouquins, a publié notre livre sur De Gaulle. Oui. Donc c'est un spécialiste de De Gaulle. J'en profite pour dire qu'il vient de recevoir le prix Renaudot Essai, justement pour la première partie de nouvelle biographie de De Gaulle qu'il est en train de faire, qui va être en 3 morceaux. Et donc, il se trouve qu'on était chez l'éditeur et puis on voit la collection bouquins. Donc, on regarde les bouquins et je vois qu'il y a le bouquin de l'humour, le bouquin de la méchanceté, le bouquin de machin. Et moi, on est avec John là et on dit, mais
Et le bouquin de l'humour juif, eh ben, il dit, il y en a pas. Mais alors, si vous voulez le faire, alors là, banco. Voilà. Et c'est né comme ça, en fait, le projet. Alors, c'est né comme ça. Après, on s'est aperçu que ça fait longtemps qu'on était l'un et l'autre taraudés par la question de l'humour juif, que ça faisait partie de nos histoires de famille, parce que finalement, l'humour juif, ça naît d'abord et avant tout dans les familles, où on sait que celui qui va avoir le bon mot et qui va avoir une bonne blague, on va l'écouter. Donc, c'est une possibilité de prendre la parole, même pour les femmes. Si elles sont de bonnes conteuses et qu'elles arrivent à faire des petits... Ça, les premiers one woman ou one man shows, c'est quand même dans les familles que ça se fait, hein, dans ces tragies comiques, scènes que nous avons tous vécues, ces formes de psychodrames qui très tôt nous prêtent à la possibilité de rire, et de rire de ce qui nous arrive et de ce qu'on vit. Bien sûr. Absolument. Alors, le livre, il est organisé par thème. Ça a dû être difficile. Mère juive, rabbin, la mort, la Shoah, etc. Est-ce qu'on aurait pu penser à une organisation par communauté ? Alors, on l'a fait pour ça, parce qu'il y a l'entrée séfarade, il y a l'entrée ashkénaze et il y a l'entrée séfarade versus ashkénaze. C'est-à-dire qu'il y a des blagues, il y en a une notamment qu'on a mis dans les deux, puisque c'est justement ça, la blague, c'est que c'est qu'est-ce qu'un ashkénaze ? Alors, on peut dire aussi qu'est-ce qu'un séfarade ? Et l'autre réponse, c'est le meilleur ami des juifs. Donc voilà, et donc ça par communauté. Maintenant il y a aussi l'humour juif américain qui a sa place avec des auteurs, puisqu'on a choisi délibérément aussi de mettre des extraits littéraires, des extraits de textes, des extraits de séries télévisées, des extraits de stand-up. C'était important aussi qu'il y ait d'abord des blagues classiques sans doute, mais des stand-up de qui, par exemple ? Alors, des stand-up, par exemple, on parle de la série Miss Maisel, par exemple. Oui. Donc, Seinfeld, Jerry Seinfeld. Et Seinfeld, bien entendu. Oui. Dont mes élèves de Yiddish me parlent beaucoup. Ils regardent voilà. Beaucoup, voilà. Il y a Maudit aussi, donc des stand-up. Il y a Eretz Nehederet, qui est une série israélienne là, qui en ce moment tourne un peu partout parce qu'ils sont capables donc de rire de ce qui est en train de se passer. Il y a Yehudim Baim aussi, qui sont voilà. Donc il y a l'humour israélien, il y a l'humour juif israélien, l'humour juif américain, et il y a l'humour juif français, puisqu'il y a une particularité à cet humour juif français, c'est l'arrivée des juifs d'Afrique du Nord, et avec eux toute une flopée d'humoristes dont on sera d'accord, puisque c'est quand même ça qui définit la force de cet humour, c'est qu'il fait rire tout le monde, et pas que les juifs. Et ça, c'est important. Ah bah oui, c'est la portée universelle de l'humour juif, c'est aussi la portée universelle d'une forme de message et de valeurs qu'on partage et qui permettent aux autres de rire. Alors justement, il y a une blague de votre recueil qui dit quel est le point commun entre un juif et un antisémite ? Eh bien, les deux voient des juifs partout. Donc Judith, est-ce qu'on peut rire contre l'antisémitisme ? Bah oui, on peut rire contre l'antisémitisme, heureusement. Parfois on peut pas faire grand chose. Enfin, il y a eu des périodes de l'histoire où on pouvait pas faire grand chose. Aujourd'hui, c'est plus le cas, heureusement. Mais oui, on peut rire de l'antisémitisme. C'est ce qu'on fait, c'est ce que les Juifs ont fait même au sortir des camps. Il y a cette histoire emblématique qui se passe dans les années 33 à Berlin, où il y a 7 Juifs qui marchent ensemble et ils voient 2 nazis en face d'eux, et donc il y en a un qui se retourne et qui leur dit changeons de trottoir, ils sont 2, nous sommes seuls. Ah oui, voilà. En effet. Oui. Voilà un exemple. Alors, Judith Cohen-Sorel, il y a un événement tous les ans en France, à Paris entre autres, qui s'appelle Rire contre le racisme. Donc on peut rire aussi contre l'antisémitisme. Alors oui, puisque cet événement est né de SOS Racisme. De l'UEJF, plus exactement. Oui, l'UEJF. C'est l'UEJF qui l'a mis en place parce que ça suivait ce qui s'est passé avec Dieudonné. Voilà. Et donc le fait qu'il y a eu cette discussion qui est à nouveau très régulièrement à notre époque, à savoir est-ce que c'est de l'humour ou est-ce que c'est des propos antisémites, est-ce que c'est de la politique ou est-ce que c'est de l'humour. Donc il avait fait cette scène chez Fogiel à l'époque où il s'était déguisé et en israélien, il avait fait un salut nazi à Hitler, et donc on a bien vu après que en effet il était plus dans le registre du rire, mais à ce moment-là c'était pas si simple, et la question se posait, qu'est-ce qu'il faut faire face à ça en fait, quelle est la meilleure chose, et c'est comme ça qu'est né Rire contre le racisme, et en effet moi je me souvenais de SOS, mais c'est vrai que c'était aussi l'UEJF, et c'est important de le dire, l'initiative de l'UEJF sous l'égide de Jonathan Arfi à l'époque. Voilà, absolument, c'est Jonathan Arfi qui avait mis ça en place en se disant qu'est-ce qu'on peut faire, le mieux, puisque lui il dit que c'est pour rire, alors mettons quelque chose de clair et faisons rire contre le racisme et l'antisémitisme. Peut-être que vous allez y participer cette année. Non, c'est pas encore. On ne sait pas si ça a lieu. On vous le souhaite. Merci.
Merci. Donc il y a toujours une part de blague dans l'humour, c'est ce qu'on dit. Donc il y a aussi toujours une part de vrai. Lia. Donc la lutte contre l'antisémitisme, justement, c'est un des fils conducteurs de vos derniers ouvrages. On le voit à travers les livres, les documentaires. Et avant le Covid, Judith, vous aviez sillonné la France et notamment les villes frontistes. Et j'aimerais savoir ce que vous aviez découvert à ce moment-là. Alors ça c'était pour le livre donc La main du diable, comment l'extrême droite tente de séduire les Juifs de France, qui est un sujet d'actualité donc qu'on a écrit avec Jonathan Ayoun et qui lui aussi avait été président de l'UEJF et donc s'était confronté en direct à ces questions-là mais dans le côté justement militant et dans la lutte. Alors là on voulait faire quelque chose qui soit vraiment aller voir objectivement qu'est-ce qui se passe, faire une enquête dans les villes où il y avait des maires Front National, parce que c'était le Front National encore à l'époque, mais on a suivi aussi la transformation de Front National en Rassemblement National, qui n'en est pas vraiment une, puisque le jour même où ce parti a été créé, Marine Le Pen a dit qu'elle ne regrettait absolument rien et qu'elle assumait et prenait sur elle dans ce nouveau parti le passé glorieux de ce qu'avait été le Front National. Oui, c'est bien de le rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier en ce moment avec eux. Oui, comme on a dans ce qu'on a vu, c'est que les gens ne se laissaient pas tellement séduire, mais que par contre, quand il y avait des maires, il fallait faire avec, notamment parce que pour les carrés juifs dans les cimetières, ça dépend de la mairie, et c'est une forme de passe-droit, enfin en tout cas un laisser-faire, et que là, il faut pouvoir négocier. Donc l'idée de pas leur parler du tout était compliquée, mais que on avait vu aussi que dans les endroits où il y avait une forte concentration de population juive, Marine Le Pen ne faisait pas un score qui était différent de celui du reste de la France. Donc, voire même en dessous. Voilà. Entre-temps, on a fait un bouquin aussi sur Zemmour. Donc, cette tentation des Juifs pour l'extrême droite, on en parle. Mais est-ce que c'est la tentation des Juifs ou est-ce que c'est l'extrême droite qui tient absolument à attirer les Juifs dans ses filets? Parce que ça, c'est sûr, et ils l'ont dit, notamment quand on a rencontré Louis Alliot, mais c'est encore ce qu'ils disent aujourd'hui. Au fond, l'antisémitisme, pour eux, c'est comme un plafond de verre qui leur empêcherait d'accéder au pouvoir. Donc, en tout cas, ça veut dire que dans leur imaginaire, ils continuent à penser que tout est aux mains des Juifs et que s'ils n'ont pas les Juifs, ils ont le passage barré. Dans tous les cas, ce qu'on avait vu même lors de la manifestation, puisque c'est ça qu'il faut dire, c'est important, c'est que... Quelle manifestation? La manifestation contre l'antisémitisme. Oui, bien sûr, on est d'accord. Quand Marine Le Pen est venue, il y avait des députés aussi du Rassemblement National, mais par contre, il n'y avait pas de membres du Rassemblement National. Derrière eux, il n'y avait pas un cortège. Il n'y avait pas beaucoup de gens, il n'y avait même pas une centaine, il n'y avait même pas une cinquantaine, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans les livres, c'est que au fond, il y a certains juifs qui se laissent séduire par un discours qui a l'air d'être sécuritaire, d'autant plus, enfin, on peut dire ce qu'on veut, de toute manière, on n'a pas pouvoir, et puis elle dit que c'est le meilleur rempart contre l'antisémitisme, et toutes sortes de choses. Et si on ne va pas voir ce qui passe et donc ce qu'elle fait au sein de son parti, on pourrait imaginer que finalement, finalement, il y a des concordances et elle peut faire des déclarations qui satisfont tout à fait la communauté juive et qui a l'impression que voilà un responsable politique qui peut marcher à leur côté. Sauf que peut-être qu'elle peut marcher aux côtés un certain temps, elle l'a fait pour la manifestation, mais par contre c'est difficile pour des juifs de marcher à ses côtés à elle, c'est-à-dire d'être au sein de son parti. Et ça, personne ne s'en rend compte parce que finalement, même les gens qui disent « Bon, mais après tout, aujourd'hui, elle a changé. » Sans doute, hein, c'est pas le sujet. Mais elle n'a pas fait le ménage chez elle. Et ce qui est sûr, c'est que au sein de ce parti, il y a toujours beaucoup d'antisémites et il y a toujours des gens qui se réclament donc de la fondation, c'est-à-dire des Waffen-SS, parce que c'est quand même des Waffen-SS qui ont créé ce parti. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça qu'on... Je suis ravie qu'on rappelle tout ça, Judith Cohen-Solal. Alors justement, il y a une vingtaine d'années, vous conceviez le programme Coexiste, destiné à déconstruire les préjugés racistes et antisémites dans les écoles. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui a changé depuis? Et est-ce que ce programme fonctionne toujours? Alors ce programme fonctionne toujours. Il se trouve d'ailleurs que c'est marrant parce que on a posé la question il y a pas longtemps dans cette idée que ça serait tellement chaud là en ce moment, tellement tendu que ça pourrait risquer de faire des problèmes dans les classes. Or en fait non, c'est pas le cas. C'est pas le cas d'abord parce que au fond c'est pas tellement le souci des jeunes
des jeunes. Aujourd'hui, dans les classes, je précise que c'est dans tous les lycées, les lycées laïques, les lycées publics en fait, donc collèges et lycées publics, et dans différents endroits du territoire, y compris dans les banlieues, y compris dans les provinces, y compris au cœur de Paris, au cœur des villes de province. Voilà. Donc ça touche tout le monde. On s'aperçoit d'abord que, bien sûr, de temps en temps, ça ressort, mais au fond, c'est pas le souci principal. Et cette projection sur une scène lointaine, c'est peut-être plus aujourd'hui le souci et le sujet pour les politiques. Et j'en veux pour preuve aussi parce que le fait que je constate que dans les manifestations, y compris les manifestations pro-palestiniennes, il n'y a pas tant de monde que ça. Voilà, on va dire il y a moins de monde que dans d'autres pays d'Europe. Et c'est pas si suivi que ça l'a été à d'autres périodes. Il y en a quand même tous les samedis entre République et Nation. Non, mais qui en est. Bien sûr, mais il y a quand même pas mal. Il y en a pas énormément. Il y a quand même du monde, faut le savoir. Mais relativement peu, c'est quelques milliers. Donc, voilà, c'est quelques milliers. On est loin des dizaines de mille qu'il y a dans d'autres villes, mais ça montre quand même que il y a pas. Enfin, c'est un souci c'est un sujet, mais il y a au-delà de ça, il y a tous les sujets qui permettent que cette méthode permet de faire émerger, c'est-à-dire des préjugés et des stéréotypes qui concernent ce qui se passe au moment où ça se passe. Donc aussi dans le lycée où ça se passe, puisque comme c'est un système d'association de mots et d'association de phrases avec des mots, eh bien on arrive à suivre justement, c'est ça qui garde l'actualité à ce projet. Et je dirais quand même qu'on a, voilà, c'est un peu pour moi le pendant de ce qu'on a fait avec l'histoire de l'antisémitisme, qui est une série documentaire que Jonathan Ayoun a réalisée et que donc j'ai l'honneur ou le plaisir, enfin en tout cas voilà, les deux, de faire, d'écrire avec lui. Et j'ai travaillé là-dessus et je pense que voilà, c'est bien ces deux manières d'intervenir, de lutter contre l'antisémitisme, de manière justement avec ce pas de côté dont on parlait pour l'humour juif, c'est-à-dire voilà. Merci. Donc en tant que disons coach en communication, juste peut-être une petite dernière question. Est-ce que le message qu'on fait passer, peut-être autant dans coach de communication qu'en tant que psychologue, est-ce que le message qu'on fait passer est plus facile à faire passer avec l'humour ? Alors d'abord, c'est toujours plus facile si on a de l'humour, ça veut dire qu'on a capacité de recul et de faire un pas de côté, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous attaque, vous vous rappelez toujours que c'est pas vous qui l'attaque. En fait, c'est une image de vous, que c'est une représentation, que en fait, il a lui quelque chose à dire à travers ça. Et si on est capable, enfin l'humour justement, ça désamorce ce côté qui est aux tripes et dans lequel nous aussi on pourrait rentrer dans une espèce de dialogue de sourds qui fonctionne pas. Donc oui, ça marche. Après bon, je fais de la communication, pas exactement. Enfin moi, je fais plutôt de la question politique d'argumentation, contre-argumentation, parce que sinon ça marche pas trop avec ce que je fais, qui est d'être psychanalyste. Et donc je sais quand même que ça marche ensemble, bien que je fasse bien la différence entre les deux espaces. Mais c'est vrai que ça m'a toujours intéressé justement d'aller au cœur du discours qui est en face pour voir comment il est construit, de quelle représentation il se nourrit. Et c'est comme ça que c'est le mieux pour apprendre, on va dire, à des gens de faire de l'argumentation, de la contre-argumentation, c'est-à-dire d'attirer leur attention sur le fait qu'on ne doit pas être branché justement sur l'effet qu'une phrase nous fait, mais au contraire sur qu'est-ce que l'autre veut dire, à quel endroit il le dit, dans quelle image il utilise, parce que c'est ça, déconstruire. Aussi bien déconstruire des préjugés que déconstruire on va dire des fake news, des argumentaires qui tiennent pas. Eh bien, merci pour ce nouveau et très beau livre de Jonathan Ayoun et de vous-même, Judith Cohen-Solal. Le bouquin de l'humour juif paru dans la collection Bouquins. Léa Cavaillon-Halimi, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve très très vite sur Radio J. Merci. Et merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous faites partie de la section Viso à Vive. Merci. Et peut-être juste un dernier petit mot, si vous voulez nous rejoindre pour les Mères de l'Espoir qui passent tous les vendredis à 12h15. Voilà, place du Trocadéro pour soutenir la libération des otages jusqu'au dernier. On vous attend toujours nombreux chaque semaine. Merci beaucoup. Merci Lise. Merci Judith. Merci à vous.